Bonjour mes amis et bienvenue à nouveau, c'est vendredi, alors bon vendredi à vous et à votre famille. Nous allons survivre à cette semaine. Il ne reste plus que 2 jours et nous commençons avec une histoire drôle de bœuf. Oui, parce que cela se passe entre le ministre des Affaires étrangères de Hongrie et le commandant des forces de drones ukrainiennes. Toutes les forces de drones ou de véhicules aériens sans pilote, peu importe leur nom. Magyar Provdi, je parle du ministre de l'énergie hongrois. C'est une blague, évidemment, mais pourquoi ? Eh bien parce que ces drones ont frappé l'oléoduc Druzhba pour, je ne sais pas, la 1000e fois déjà. Aujourd'hui encore, ils l'ont fait. Bien qu'il soit déjà détruit, ils continuent de le marteler pour s'assurer que l'oléoduc Druzhba ne fonctionne jamais. Pourquoi ? Parce que l'oléoduc Druzhba transportait du pétrole russe vers la Hongrie et la Slovaquie. Jusqu'au mois dernier encore. En fait, pendant 3 ans d'invasion à grande échelle, la Hongrie et la Slovaquie continuaient d'acheter autant de pétrole russe qu'elles le pouvaient. Ce type, en fait, le ministre de l'énergie de la Hongrie. Le chef de l'armée des drones ukrainienne s'est assuré que cela ne se reproduise plus jamais. Le ministre des Affaires étrangères hongrois lui a répondu. La Hongrie doit désormais abandonner sa dépendance au pétrole russe. Petr Zierto a répondu. En réponse à la dernière frappe ukrainienne contre l'oléoduc Druzhba. Le gouvernement hongrois a interdit l'entrée aux commandants des unités militaires responsables d'être entrés en Hongrie et dans la zone Schengen. Ouf, gros coup de tiré, mec. C'était une attaque contre la souveraineté de la Hongrie, menaçant notre sécurité énergétique et nous obligeant presque à puiser dans nos réserves stratégiques. Mais der cher s'en sait que Cela fait 3 ans que vous avez eu pour vous libérer de la dépendance au pétrole et au gaz terroriste russe, et vous ne l'avez pas fait. Magyar Provdi vous a aidé ici. L'Ukraine sait que l'oléoduc Druzhba est essentiel pour l'énergie de la Hongrie et de la Slovaquie, et que ces frappes nous affectent plus que la Russie. Quiconque attaque notre énergie, Yara, oui, il tire sur Magyar Provdi. Ce type, le ministre de l'énergie de la Hongrie, je ne me lasse pas de le répéter. Je veux dire, ce type est à lui seul plus responsable de la situation énergétique hongroise que le ministre hongrois de l'énergie. Parce qu'il vient tout juste d'éliminer leur dépendance au pétrole russe. Et ici, on peut voir les premiers ministres slovaques et hongrois, Poutine, où est-ce le pétrole ? Où est le pétrole ? Malada ? Elle ne roule pas parce qu'ils étaient dépendants, mais plus maintenant. Ils sont maintenant en cure de désintoxication, et ils ont des tremblements et tout ça, tu sais, et les effets secondaires de la désintoxication, et leur économie est en train de chuter. C'est leur responsabilité, c'était leur choix. Les autres pays de l'Union européenne ont déjà abandonné ou abandonnent le gaz et le pétrole russe. Petit à petit, lentement, tu sais, les 12 étapes pour sortir de la dépendance. Eh bien, ils le font. Ce sera l'arrêt brutal pour la Hongrie et la Slovaquie à partir du mois d'août. Au fait, Magyar Provdi n'est pas fait de sucre, il a répondu. Les autorités hongroises actuelles ont interdit à Robert Magyar Provdi, le commandant des forces de drones ukrainiennes, d'entrer en Hongrie et dans l'espace Schengen. Le ministre hongrois des Affaires étrangères a personnellement mentionné que Magyar ne pourra pas entrer en Hongrie pendant des années à venir. Provdi est un Ukrainien d'origine hongroise. Robert envoie un rapport au ministre des Affaires étrangères de la Hongrie. Je vais te le lire. Tu peux te mettre tes sanctions et ton interdiction d'entrer en Hongrie où je pense, monsieur Danseur sur les eaux. Je suis ukrainien et je visiterai la patrie de mon père après ton départ. Il y a assez de vrais Hongrois en Hongrie et un jour ils en auront marre de toi. Quant à Schengen et aux restrictions, ne prends pas plus que ce que tu peux gérer. Ce gars-là est une vraie légende. J'adore ça. Et maintenant, je veux dire, ce clash devient de plus en plus gros. Ce gars-là a à lui seul supprimé la dépendance de 2 pays de l'Union européenne au pétrole russe. Le ministre hongrois des Affaires étrangères a répondu, puis Provdi a répondu de nouveau. Nous avons maintenant un ministre polonais des Affaires étrangères impliqué dans cette querelle, comme une embrouille façon MTV. Radosław Sikorski, ministre polonais des Affaires étrangères, déclare « Alors que les missiles russes te font régner la mort sur Kiev, la Hongrie interdit à un courageux Hongrois de souche qui ose se battre pour la liberté de l'Ukraine, le commandant Magyar. Si tu as besoin de repos, que signifie cela ? Se détendre et se relaxer, je ne sais pas. Se reposer et la Hongrie ne te laissera toujours pas entrer. Viens en Pologne, sois notre invité. Je rends hommage à la Pologne, mec, légendaire. Et pour couronner le tout, ce n'est pas tout.
Madhyaja Provdi a tellement de cran qu'il dit « Eh, tu me bannis de mon pays natal, de mes racines ». Il a encore frappé l'oléoduc Druzhba, bien qu'il soit déjà détruit et hors service. Il l'a frappé à nouveau, juste pour enfoncer le clou. Le fait que la dépendance de la Hongrie et de la Slovaquie au pétrole russe soit terminée est lié à ce sujet de transition très fluide. Sortez vos cartons de bingo des raffineries de pétrole, mes amis, car c'est l'édition du vendredi du barbecue russe. Ici, vous voyez, les noms sont vraiment intelligents. Désolé, mais il y en a beaucoup. De nombreuses raffineries ont été touchées. Et si nous devons mettre un pourcentage là-dessus, cela représente environ 15 à 20% de toute la capacité de raffinage russe. Nous ne connaissons pas le chiffre exact. Différents journaux donnent des chiffres différents, mais c'est entre 15 et 20% dans cette fourchette. Cela représente un cinquième de la capacité de raffinage nationale. On pourrait croire qu'il reste 80%, mais les statistiques ne fonctionnent pas ainsi. Si vous enlevez 20% de l'essence en circulation dans votre pays, il va y avoir des pénuries d'emplois dans certaines régions, et c'est vraiment grave. Nous allons regarder des vidéos aujourd'hui. Mais tout d'abord, encore une fois, passons en revue la chronologie des frappes sur les raffineries situées de pétrole russe. 2 août Novanovo, raffinerie d'Ibichevski et de Riaza. 7 août, raffinerie d'Afipski frappée aujourd'hui, comme Ipski. Quelle coïncidence. 10 août, raffinerie de Saratovski. 14 août, raffinerie de Volgograd. 15 août, raffinerie de Syzron. 21 août, raffinerie de Novachaktinsky. 28 août, Kuibychevski et Afipski. Encore une fois, ce n'est pas mentionné ici, mais ils l'ont frappé de nouveau aujourd'hui. Maintenant que vous connaissez la chronologie, je peux détailler chaque frappe. Voici celle d'aujourd'hui. C'est comme ce bingo, vous savez, ces numéros sont. Et nous avons la raffinerie de Kuibychevski et la raffinerie d'Afipski. Je dirais que ces 2 raffineries, dont l'une se trouve à 1000 km de la frontière ukrainienne. Mais ça n'arrête plus personne de nos jours. J'adore la façon dont ils font ces vidéos de nos jours. C'est juste l'Ukraine, Krasnodar, c'est tellement dramatique. Vous zoomez et voyez la raffinerie de pétrole d'Afipski touchée, puis la vidéo apparaît. C'est juste une façon visuelle sympa de voir la raffinerie de pétrole. Bingo, 28 août, 25. Tout est en feu. Les Russes font griller leur viande gratuitement aux frais de l'État. Maintenant, on dézoome encore et on va à la raffinerie de Kuibychevsk. C'est bien ça? Oui, Kuibychevsk. 7 milliards de tonnes de brut par an. Vous pouvez même voir le wagon pillé, notez la queue en triangle. C'est comme ça que vous reconnaissez le drone pillé. C'est un drone ukrainien à longue portée, le drone ukrainien le plus produit, qui vole sur plus de 1000 km, livre les cadeaux et fait des barbecues pour les Russes. Boum encore, des incendies partout, de beaux barbecues, de la viande gratuite, 2 raffineries mises hors service, ce qui représente ensemble environ 5% de toute la capacité de raffinage russe en une seule nuit. Wow, impressionnant. La raffinerie de Kuibychevsk mérite un j'aime. Il y a un petit détail. Juste à côté, l'une de l'autre se trouve la raffinerie de Nova Kuibychevsk et celle de Kuibychevsk, ces deux-là. Et Nova signifie nouveau en russe, donc chaque fois qu'ils construisent quelque chose de nouveau, ils ajoutent simplement Nova au début du mot, donc Nova Kuibychevsk. On peut donc détecter qu'il s'agit d'une raffinerie de pétrole de Kuibychevsk plus récente. Mais en ce moment, Kuibychevsk a été frappée. L'ancienne raffinerie ici a déjà été frappée, en fait les deux l'ont été par le passé, ne t'en fais pas. Bien sûr nous avons une vidéo. Ouais, je ne sais pas pourquoi ils essaient de la battre. Ils tentent d'offrir des barbecues gratuits aux Russes. Pourquoi détruire ton barbecue, mec ? Et nous avons de nombreuses belles vidéos de différents endroits de cette raffinerie, le territoire en train de brûler. Donc l'Ukraine n'envoie plus seulement 1 ou 2 drones comme en 2024. Ils envoient désormais 15 à 20 drones sur une raffinerie. Bam bam, à différents endroits, ça brûle et la raffinerie simplement. Ils veulent la mettre complètement hors service. Ils ne veulent pas réduire de 30% la capacité de raffinage, ils veulent éteindre la raffinerie. Ils frappent les koteloïs notamment les colonnes de distillation, les réservoirs de carburant et les zones de tutrot et les zones de tuyauterie,
parce qu'elles sont extrêmement difficiles à réparer, et vous pouvez voir sur les images que les zones de fumée et de feu sont immenses d'ailleurs. Les raffineries produisent directement de l'essence et du diesel, donc les camions d'essence et de diesel viennent dans ces raffineries pour emmener cette essence et ce diesel vers les stations-service. Et si les raffineries dans tous les points y sont touchées, les camions ne sont pas remplis et les stations-service ne fonctionnent pas. Chaque raffinerie possède ses propres stations-service et zones d'approvisionnement en diesel, essence et benzène. Et ce sont justement ces raffineries qui ont été touchées aujourd'hui. Afibski et Kuibyshevskaya. Eh bien, tout simplement net. Ça veut dire non, ça veut dire pas d'essence, pas de diesel. Au moins, ils ont eu un barbecue gratuit, c'est déjà bien. Allons maintenant à la raffinerie et au terminal d'exportation de pétrole d'Oust-Louga, également touché il y a environ 1 semaine et demie. Le temps passe et vous connaissez les dégâts dans la région. Comme je l'ai dit, il faut des dizaines et des dizaines de drones pour détruire complètement une raffinerie. À Oust-Louga, celles qu'ils ont frappées et 2 drones sont venus des États-Unis jusqu'en Estonie. Ils ont aussi neutralisé 50%, soit la moitié de la capacité d'exportation des installations d'Oust-Louga. Comme vous pouvez le voir, la semaine du 10 août, ils ont rempli 30 pétroliers, la semaine du 17 août 28 et celle du 24 août 25. Donc il y a une baisse régulière du remplissage des pétroliers, mais chaque pétrolier, ce sont des dizaines de millions de dollars américains qui disparaissent du budget russe. Donc oui, vous pouvez clairement voir cette disparition. Parmi les petites coupures, ça marche, les chiffres ne mentent pas, c'est ça l'exportation pétrolière russe. Vous voyez la courbe monter, descendre, puis redescendre lentement quand l'Ukraine frappe. Ça marche. Il faut juste lui laisser du temps. La Russie est un géant, laissez-la mourir. Vous pensiez que c'était fini ? Ce n'est pas le cas. Nous parlerons surtout de pétrole et de gaz aujourd'hui, car il s'est passé beaucoup de choses. Une forte explosion s'est produite sur l'oléoduc entre Ryazan et Moscou. L'oléoduc est relié aux raffineries de Ryazan et de Kapotnia à Moscou. Il est rapporté que le flux de pétrole a été suspendu. Les 2 raffineries ont déjà été visitées par des drones ukrainiens par le passé. Et cet oléoduc s'est lié à la consommation d'essence et de diesel de la capitale parce qu'il transporte du carburant, n'est-ce pas ? Et c'est la raffinerie de pétrole et le dépôt pétrolier les plus proches de Moscou, ce qui signifie qu'ils obtiennent la majorité de leur consommation à partir de ces installations ici. Et si vous endommagez cette ligne de vie, la capitale est en difficulté. Donc oui, l'Ukraine sait où frapper et la façon la plus rapide de provoquer un changement en Russie est de faire souffrir Saint-Pétersbourg et Moscou. D'ailleurs, il n'y a pas que l'Ukraine qui frappe les raffineries de pétrole, les dépôts de pétrole et les pipelines, il y a aussi les partisans. En août, un changement majeur s'est produit, les drones ukrainiens se sont fortement focalisés sur le raffinage. Mais encore une fois, le service de sécurité d'Ukraine, ukrainien, je pense, qui est lié aux partisans dans tous les territoires occupés et en Russie. Donnez les ordres. Je vous présente la carte de toutes les attaques logistiques contre les chemins de fer russes uniquement en août. Certaines ont été menées directement par des unités ukrainiennes avec des drones, d'autres par des partisans ukrainiens et d'autres encore par des partisans russes. Regardez toutes ces frappes en profondeur à l'intérieur de la Russie, je veux dire toutes ces frappes ici en profondeur, je pense que c'est le travail des partisans. Cela peut aller de l'incendie du véritable boîtier électrique qui transmet les signaux au train. Je suis désolé, mon anglais ne fonctionne pas en ce moment. Donc oui, vous pouvez les brûler, vous pouvez frapper directement la locomotive, par exemple, dans ce cas précis. Dans la nuit à Komia, les partisans publics ont incendié une locomotive russe dans le dépôt Sykivkar. Ils ont brisé la fenêtre et ont lancé le cocktail Molotov à l'intérieur. Un cocktail Molotov coûte environ 10 cents en Russie. C'est très facile à fabriquer. Et tu détruis tout, comme ça tu dois tout détruire, tu ne peux pas réparer ça. C'est ce que je veux dire. Peu cher, rapide, efficace, mais douloureux. Voilà la logistique ferroviaire russe. Et toutes ces frappes, ces capacités de raffinage et la logistique ferroviaire nous ont amenés à cette situation. Roulement de tambour. Il n'y a pas d'essence dans les stations-service.
Ceci est Occupance Donetsk. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas de 92 et le reste est super cher. Voyons le suivant. Qu'est-ce que c'est? Beridiansk, n'est-ce pas? 95 rien, deux types différents de 95 rien. Le reste est incroyablement cher. Et maintenant, nous arrivons à Brimorsky, Krai et Khabarovsk-Krai. Et ils sont complètement à court d'essence, avec d'énormes files d'attente pour le peu d'essence qu'il leur reste. Oui, ça se propage comme une traînée de poudre. C'est fou le nombre de stations-service qui n'ont plus d'essence. Ça a explosé au cours des deux dernières semaines. Il y en a tellement maintenant. Et certains d'entre eux, bien sûr, veulent en gagner de l'argent. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Russie est un État capitaliste. Donc des gens essayent de tirer profit de cette situation. Donc ils vendent du gaz dilué, ils achètent le gaz et le revendent à des prix exorbitants en le diluant avec de l'eau. Le résultat, c'est que votre pompe, sans que la partie épaisse reste au fond, la légère remonte, et cela détruit votre moteur. Regardez, vous achetez, payez presque 3 fois plus, et voilà le résultat. C'est du 95 indice d'octane 95, non. C'est vraiment mauvais. Regardez, rien que le fait qu'il n'ait pas d'essence maintenant, les moteurs des gens qui achètent cette essence seront détruits. Donc c'est juste horrible. Et pour compléter ce sujet, je suppose que les Ukrainiens ont frappé trop d'installations pétrolières et gazières. Parce que ce travailleur russe de la... L'ouvrier de l'usine militaire Typhoon à Kaluga dit « Je vais vous le lire ». Oh, s'il vous plaît, frappez. L'usine militaire Typhoon à Kaluga. Nous ne sommes pas payés depuis 2 mois. Donc voici un ouvrier d'une usine militaire russe à Kaluga qui dit « S'il vous plaît, veuillez frapper notre usine parce qu'ils ne nous paieront pas ». C'est la conclusion idéale pour cette stratégie pétrolière et gazière en Russie. Très bien, mes amis. Dernière vidéo. Je n'avais que quelques noms à écorcher, et je vous ai demandé d'allonger cette liste, et vous m'avez écouté, j'ai plein de noms pour vous. Êtes-vous prêts à saigner des oreilles? Veuillez éloigner vos enfants des écrans parce que je vais massacrer ces noms jusqu'à l'oubli et au-delà. Descotes, ce Ravan Maria Varan, tuer le fantôme Warren, celui dont parlent les films d'horreur. Oscar Ramos, pour la 1000e fois. Bon retour mon ami Anders Christian Andersen. Sir Anders Christian, fils d'Anders. Je crois que c'est comme ça que ça marche, non? Étrange Mikko Hull. Maio Nulutomikul signifie en estonien « je bois de la bière le matin ». Donc oui, très bien Adrian Green. Merci à la liste de ces personnes. Vous avez vraiment écouté ce que j'ai demandé et c'est vraiment sympa. Continuons comme ça. Je veux faire une liste encore plus longue pour lundi. Inscrivez-vous sur Buy Me a Coffee, mes amis. Une vidéo vraiment... ne montre plus vraiment ce genre de vidéo, mais ça m'a tellement touché. Voici un volontaire danois, un très jeune garçon, il a 11 ans. Imaginez que vous êtes un enfant de 11 ans. À 11 ans, je jouais à Minecraft sans me soucier du monde. Je jouais juste à Minecraft du matin au soir, pour m'évader de ma vie. Ce Danois de 11 ans, il s'appelle Jens Fogg. Thomson a récolté 8 000 $ pour les enfants ukrainiens en vendant ses décorations de Pâques faites à la main. Imaginez gagner 8 000 $ en vendant ce que vous fabriquez à seulement 11 en pense. Quand tu veux jouer à Minecraft, soyons honnêtes, la vérité c'est que tu veux jouer aux jeux vidéo. Mais tu fais ça pour les enfants ukrainiens. À un si jeune âge, alors qu'est-il arrivé à ce garçon? Regardons la vidéo. Heureux de te voir. C'est une surprise. Oui, je suis heureux de te voir. Heureux de te rencontrer. Oui, donc je suis ici au Danemark. Donc aujourd'hui, j'aurai des réunions avec Sa Majesté et aussi avec le Premier ministre du Danemark. Mais je voulais profiter de cette occasion pour vous remercier. Et je suis très reconnaissant de la part de tout notre peuple. D'abord, de la part de nos enfants. Et vous le savez, ils sont sous les attaques russes, mais ils essaient de survivre. Et ils survivent parce qu'ils aiment l'Ukraine, parce qu'ils ont des amis, et vous êtes un grand ami de l'Ukraine. Merci pour ces sacs à dos. Oui, et les sacs à dos anglais que vous avez faits.
que vous collectez de l'argent et aidez nos enfants ukrainiens de la part de tous nos enfants. Nous sommes honorés d'avoir de tels amis du Danemark. Nous serons donc heureux de vous voir en Ukraine. J'ai compris que c'était une surprise pour vous. Oui, ce n'est pas une mauvaise surprise. C'est pour vous. Merci. Et aussi... Ça me fait vraiment sourire. L'énergie de ce gamin se voit et se sent. C'est un garçon très sensible qui a fait quelque chose de très bien pour l'Ukraine. Zelensky lui offre tout et le rencontre, ce qui est vraiment merveilleux. Il lui donne aussi un iPad. Aujourd'hui, tu peux jouer à Minecraft sur iPad. C'est possible maintenant, les enfants le font, donc il peut jouer à Minecraft. Tout s'est bien terminé. Je suis très touché et ému. Je voulais le partager avec vous. Alors, depuis cette belle ambiance, nous partons pour la Russie. C'est une transition, mais oui, une transition brutale pour vous. La vie vous frappe en plein visage et nous voilà soudainement en Russie. Je vous présente maintenant. Je vous ai présenté un fils danois. Maintenant, c'est une fille russe qui parle à sa mère. Regarde maman, tu sais quoi? Je vais me trouver un petit ami. Qui partira à l'opération militaire spéciale. Espèce d'idiote, il va mourir. Espèce d'idiote, il va mourir et moi je toucherai de l'argent. Tu es fou, je vais t'arracher la tête, dit la mère. Donc oui, une bonne ambiance au Danemark, mais la réalité nous rattrape. Apparaissons soudainement en Russie au milieu de cette conversation, juste pour vous donner un petit aperçu de la différence. Et maintenant, nous apparaissons à un autre endroit en Russie, sur cette plage. 21 août. Ce sont des enfants de première, deuxième et certains de cinquième année qui font des exercices militaires. Oui, vous voyez ça par exemple en Amérique ou ailleurs. Ces enfants viennent volontairement dans les camps et s'entraînent l'été s'ils le veulent, comme les scouts et guides. C'est différent, ces gars qui entraînent ces enfants viennent directement d'Ukraine. Ce sont des tueurs sans émotion, sans compassion. Ce sont des tueurs d'animaux, ce sont des animaux, ils entraînent ces enfants. Pas pour les former à faciliter leur vie, mais pour les préparer à la prochaine guerre. Parce que leurs enfants doivent être prêts à mourir pour leur tsar, c'est pour ça qu'ils les entraînent. Ils fabriquent des enfants soldats. Et pas seulement les garçons, les mères aussi, tout le monde, c'est de la chair à canon en préparation. Si tu t'es déjà demandé comment ces soldats russes taekwondo sont autant zombifiés. Remonte 20 ans en arrière. Ivan, 25 ans, est un zombie sur le front. 20 ans plus tôt, il avait 5 ans. Tu vois, celui-là a 10 ans, non? Mais c'est là que ça commence. Il faut les attraper tôt. Tu crées des enfants soldats parfaits. Pourquoi je parle ainsi? Parce que c'est comme ça. Je décris juste le processus russe de production de masse de chair à canon pour le pays. Tu peux le voir à l'écran en ce moment. Ces types sont des dépôts, ces types sont des tueurs impitoyables, et ils forment d'autres tueurs impitoyables. C'est ainsi que fonctionne le système. À nous de l'arrêter. À présent, mes amis, regardons une vidéo. C'est à vous, ça m'a aussi surpris, comme ça va vous surprendre. D'un drone maritime russe, un drone russe sur l'eau, un navire de surface sans équipage. Je ne savais pas que les Russes en avaient, mais ils en fabriquent un. Et maintenant, pour moi, c'est la première vidéo d'un drone russe frappant un navire ukrainien. Les Russes disent désormais avoir touché le Simferopol, un navire de reconnaissance ukrainien. Pour moi, je pense que vous en savez peut-être plus à ce sujet. Pour moi, cela ressemble à un chalutier ou un navire de pêche. Donc les Russes affirment que c'est le Simferopol. Merci de me dire en commentaire si c'était le navire de reconnaissance. Il me semble que cela s'est passé à l'embouchure du Danube, en mer Noire. Je veux vraiment savoir si c'était le Simferopol ou juste un chalutier, car les Russes couleraient aussi facilement un chalutier. Oui, c'est une mauvaise nouvelle, mais je veux dire, nous avons eu une réponse du côté ukrainien. Nous avons reçu une nouvelle vidéo du HUR.
Les Ukrainiens ont frappé un navire corvette russe Bouyan M avec 2 drones, pas des drones de surface, mais des drones aériens cette fois. Et regardez ça, ils se concentrent d'abord sur le radar parce que c'est le cœur et l'esprit. Enfin, c'est l'esprit du navire. Le cœur, c'est bien sûr le moteur. Mais, voyons voir. Maintenant, dans ce cas, il n'y a aucun doute sur le navire en question. C'est bien sûr une corvette Bouyan M. L'un va dans le radar, l'autre va sur la coque latérale du navire. Oui, c'est la riposte ukrainienne. Je termine cette vidéo et cette semaine avec de bonnes nouvelles. J'en ai besoin, toi aussi, pour nous préparer à lundi. Rheinmetall ouvre la plus grande usine de munitions d'Europe. Rheinmetall a ouvert une usine en Basse-Saxe, avec la présence du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, et du ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, lors de la cérémonie. Une fois qu'elle fonctionnera à pleine capacité en 2027, l'usine produira jusqu'à 350 000 obus de 155 mm par an, ainsi que de l'artillerie à roquettes à partir de 2026. Donc ils vont commencer à produire de l'artillerie à roquettes en 2026 l'année prochaine. Mais c'est bien. C'est la plus grande usine d'Europe commandée santé comme on l'a dit, nous en avons besoin, et c'est le symbole du réarmement de l'Europe à une vitesse historique. Ce n'est pas comme si, oh, l'Europe dormait, tout le monde dit ça. Non, l'Europe est en train de se réarmer à grande échelle en ce moment. Si quelqu'un dit que l'Europe dort et qu'elle ne consacre pas d'argent à la défense, ce n'est pas vrai. C'était le cas il y a 3 ans. Maintenant, chaque pays investit massivement dans la défense. Regardez les budgets et les pourcentages, c'est fou. Je suis content de voir ça. Ils se sont enfin réveillés, c'est énorme. Très bien, mes amis. Je pense que c'est une belle conclusion pour notre édition du vendredi. J'espère que vous avez apprécié le bingo des raffineries de pétrole russe. J'espère qu'avant lundi, les Ukrainiens auront offert de nouveaux barbecues en Russie et que je pourrai vous en parler. En attendant, devenez membre mensuel, offrez-moi un café et je massacrerai votre nom à répétition. D'ici lundi pour ma prochaine vidéo, comme toujours, Slavo Cringe et au revoir.